Je vous propose de commencer. Alors, pour tout vous dire, en fait, on a une vingtaine de sollicitations pour ce soir. Bon, avec la difficulté qu'on n'a pas su, c'est peut-être dans la façon de faire, mais on n'a pas su différencier, en fait, les gens qui nous sollicitaient pour la réunion de ce soir ou celle qui aura lieu sous la même forme pour l'AXO. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de savoir exactement qui devait être présent ce soir. Je voudrais évidemment remercier ceux qui se sont rendus disponibles et pour justement ceux qui ne peuvent pas être là, je vous propose d'enregistrer en fait cette réunion pour pouvoir la remettre en fait sur les supports de la communauté de communes et pour que ça soit accessible à tout un chacun, pour que même a posteriori les gens puissent avoir en effet le contenu de la présentation de ce soir. Monsieur Chéreau, je vous laisse la parole pour débuter. Oui, merci beaucoup, Monsieur Boucher. Bonsoir à toutes et à tous. On est ensemble jusqu'à à peu près 20 heures pour cette réunion publique dédiée au plan de mobilité 2030. On a prévu différents temps lors de cette réunion publique qui permettront de vous présenter les enjeux, l'état des lieux, les résultats des études pour la CCLVD et à l'échelle également du Grand Crayois. Ce sera également l'occasion de vous présenter les objectifs de mobilité ainsi que le scénario retenu et les axes stratégiques, et bien entendu donc les 29 actions qui en découlent. On a souhaité que cette réunion soit la plus interactive possible. Donc, à l'issue des différentes présentations, vous pourrez intervenir de façon orale, poser des questions, partager vos remarques. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le petit icône qui est en forme de main et qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sur l'icône et vous demandez à avoir la parole. Donc, il suffit tout simplement de lever la main et l'animateur vous donnera donc la parole, afin que ce soit le plus dynamique et le plus dynamique possible. Donc, on vous demandera d'une part de vous présenter votre nom, prénom et également votre commune d'origine, et puis d'essayer d'être sur des interventions les plus courtes possibles, quitte à vous redonner par la suite la parole tout au long de cette réunion. Nous avons également mis en place un chat qui vous permet de mettre des commentaires, de poser des questions, de partager des remarques au fil de l'eau. Et là aussi, les différents intervenants vous répondront tout au long de cette réunion. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas à partager vos remarques ou vos questions via le chat. On y répondra avec grand plaisir. Et revoilà donc le programme que je vous présentais de façon synthétique tout à l'heure, donc avec les opportunités en termes de mobilité pour la CLVD et le Grand Crayois, un contexte de mobilité en pleine transformation, la démarche mutualisée à l'échelle du sud de l'Oise, les points forts du diagnostic, la stratégie de mobilité retenue, les actions prioritaires bien entendu, et les prochaines étapes qui auront lieu à l'issue de cette réunion. Et pour commencer, je laisse la parole donc à Monsieur Olivier Ferreira, président de la CCLVD. Bonne soirée et bonne réunion à tous. Écoutez, merci beaucoup. Alors malheureusement, M. Ferreira ne peut pas être parmi nous ce soir parce qu'il est retenu par d'autres obligations. Alors je vais faire les deux. Je vais faire les propos introductifs du président en son nom. Je vais essayer d'être dignement représenté et j'enseignerai évidemment en ma qualité de vice-président après plus particulièrement sur le sujet. Donc tout d'abord, en fait, par rapport à la communauté de communes, il faut savoir que la communauté de communes, très tôt, s'est intéressée, en fait, si vous voulez, à la mobilité, puisque nous sommes dans les EPCI financeurs dans le cadre de Roissy-Picardie, Roissy-Picardie, et nous avons aussi validé justement le deuxième appel de fonds suite aux modifications liées à l'enquête publique, et notamment l'écopont qui est à réaliser en forêt de Chantilly. Par rapport à la communauté de communes, on a
On est un tout petit territoire au sud de l'Oise, tout petit EPCI, mais qui a la particularité d'avoir 2 gares. Et qui dit 2 gares dit aussi 2 quartiers-gares. En fait, on voit bien que ces gares servent évidemment les deux gares de proximité. Et quand je dis proximité, elles ont des fonctions un petit peu différentes, mais on ne voit pas comment on pourrait supprimer une des deux parce qu'elles n'ont pas les mêmes fonctions et elles n'ont pas non plus les mêmes capacités et les mêmes avenirs. Je m'en explique, on verra un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on en a une qui est dans un milieu très très urbain qui se situe sur la commune de Rantigny, pour autant c'est la gare de Liancourt, et elle est aussi à une encablure en fait de Coffrier. C'est vrai que les services de l'État nous demandent depuis déjà quelques années maintenant de réfléchir justement sur une centralité au niveau de la communauté de communes, non pas une centralité qui serait une centralité ville, mais une centralité qui serait un regroupement de 3 communes, Rantigny, Coffry et Liancourt. Donc, ça veut dire que cette gare-là, elle a tout un avenir, justement, et c'est de là que l'on souhaiterait, nous, justement, bâtir tout notre réseau de transport, notamment collectif. L'autre gare, celle de Lenville, elle a, elle, d'autres avantages, puisqu'elle a un immense parking et elle est à 2 pas, en fait, de l'axe le plus passant, en fait, du département, qui est la 1016. Et donc, on peut facilement imaginer que cette gare puisse être une gare de rabattement voiture et qu'elle puisse justement avoir une véritable fonction, à la limite au-delà de notre territoire, aussi pour le territoire voisin, puisqu'elle permettrait en fait de désaturer Nogent-sur-Oise et qui est traversée justement par le flux de voitures venant du nord et qui va à la gare de Creil. Donc, cette gare aurait justement un véritable avenir pour justement faciliter le développement en termes notamment de logement dans le projet Gare Cœur d'Aglo. L'autre point, évidemment, en propos introductif, c'est parler de la mobilité au sens large, puisqu'en fait, on a été la première communauté de communes suite à la loi LOM à intégrer la compétence mobilité, justement. Il y avait un délai qui avait été redonné en lien avec la situation sanitaire, mais nous, on a gardé le délai initial. On a déjà, en fait, si vous voulez, fait cette délibération qui a été reconnue, puisque l'arrêté du préfet est maintenant avec cette nouvelle compétence. On a déjà mis en place le comité des partenaires, on a déjà instauré l'ADN et justement, on souhaite, notre prochain travail, justement, on souhaite aller vers notre première ligne, notre étude de préfiguration pour nos premières lignes, notre première ligne ou nos premières lignes de transport collectif. Et donc, dès cet été, j'espère qu'on aura choisi le prestataire et on pourra travailler sur ce sujet. Et d'ailleurs, on a, nous, choisi un autre angle pour commencer, puisque avant de parler de transport collectif, on a parlé mode doux, puisque en fait, nous avons eu, à notre grand regret, à déplorer lors de l'EDVM que nous avons lancé dans le cadre justement des travaux pour lesquels nous sommes là ce soir, que le territoire de la CCLVD était le territoire où nous effectuons le plus de trajets de moins de kilomètres en voiture. Ce qui veut dire que on aurait d'autres modes de transport imaginables pour justement assurer ces déplacements. Donc c'est pour ça qu'on a lancé en fait un schéma de mode actif où le diagnostic est maintenant terminé et où nous en sommes justement aux premières initiatives possibles justement avec les préfigurations d'axes justement à préserver ou à développer. Voilà. Plus particulièrement, et du coup, j'ai un petit peu déjà anticipé sur les éléments que je voulais présenter. Il y a justement dans la démarche dont on va parler ce soir des éléments de contexte. J'en ai parlé un petit peu. Il y a évidemment la LOM, la loi d'orientation des mobilités,
fixe un véritable nouveau cadre et aussi qui revoit justement plus largement les capacités à faire du transport collectif, puisque aujourd'hui, on ne parle plus justement du simple bus qui va d'arrêt en arrêt, mais aussi d'autres solutions qui seraient aussi, d'ailleurs, du transport collectif, par exemple, l'autopartage. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant sur des territoires comme les nôtres, où on a en effet un centre un centre urbain, mais où après, on a évidemment beaucoup de communes plus rurales. Donc, en effet, vous imaginez bien que développer du transport collectif sur des communes plus rurales serait évidemment quelque chose qui serait, en termes de coûts, exorbitant. J'en parlais justement sur la transformation des usages. On voit bien qu'il y a des villes qui ont réussi avec des plans vélos, en construisant des axes, à avoir d'autres systèmes qui se développent. Et nous, justement, on a tout à faire. Parce qu'on voit bien que là, pour le coup, on est très, très mauvais. Certainement lié à des problèmes d'infrastructure, mais plus largement, je pense qu'il va falloir qu'on aille sur de la sensibilisation depuis le plus jeune âge. On a la chance d'avoir un parc qui s'appelle le parc Chelleville, qui est un parc socio-éducatif, où on peut faire justement de la pédagogie. On fait déjà des classes d'eau. Pourquoi demain ne pas faire justement des classes vélo ou des choses comme ça? C'est tout à fait possible. On a un réseau de chemin qui peut démarrer de cet endroit-là et où justement on pourrait lier environnement et mode de déplacement avec un impact moindre justement pour le milieu. Dans les nouvelles offres de mobilité, justement, ça c'est justement aujourd'hui une vraie question pour nous, puisque comme nous venons d'être AOM, nous n'avons pas à transformer ce qui existe déjà, et il faut justement avoir un développement imaginé avec tout ce qui est aujourd'hui dans l'air du temps. Et c'est vrai que les solutions connectées sont à intégrer dès le départ, et je pense que ça fonctionne toujours mieux si c'est intégré dès le départ que si justement on essaye de changer les habitudes en cours de route. Donc c'est véritablement quelque chose que l'on se doit, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a été mis en 1, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit, nous, d'intégrer dans notre ambition pour devenir justement AOM. Voilà, je m'en tiendrai là justement sur ces propos introductifs, pardon, et juste pour terminer, excusez-moi, parler peut-être de l'ambition qui a été le nôtre. Puisque justement, quand on a commencé à parler mobilité, on s'est rendu compte que le territoire de la CCLVD était trop petit, le territoire de l'AXO était guère plus grand, même si on se réunissait, et donc du coup, on a eu cette ambition d'aller travailler plus sud de l'Oise, avec la communauté de communes du Clermontois, la CCPOH, sans les sud-ouest, la quotidienne, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le cadre de la définition des bassins de mobilité, c'est une chose qui est à faire donc, par c'est rien, c'est Clément qui essaie de nous aérer un petit peu, qui nous aère beaucoup, c'est rien, ça va aller. Donc dans les discussions aujourd'hui de la région pour les bassins de mobilité, eh bien, la région en tout cas a maintenant retenu ce territoire comme un territoire insécable, ce qui veut dire que toute la réflexion que nous avons menée depuis maintenant, je crois, 4 ans, si ma mémoire est bonne, et justement, elle va pouvoir retrouver un lieu de discussion pour se développer. Je rappelle que dans le document qui va être présenté ce soir, il y a 14 axes communs qui sont envisagés, et donc justement, j'ose espérer que dans ce bassin dans ce futur bassin de mobilité, on pourra justement les développer. Voilà. Merci bien. Monsieur Boucher. On va laisser la parole à Pablo Carrera du cabinet Codra, qui va pouvoir vous présenter l'ensemble des éléments, du contexte, des enjeux et des études.
Très bien, merci Sébastien, merci Monsieur Boucher pour l'introduction. On va faire une présentation assez synthétique des principaux résultats du diagnostic, aussi bien en termes d'offres de mobilité sur les différents aspects de l'offre de mobilité que sur la pratique de mobilité, avec quelques premiers éléments déjà cités en introduction par Monsieur Boucher, notamment sur le déplacement court réalisé en voiture. Donc, premier élément qui concerne un peu la trame, qui est le support de la plupart des déplacements sur le territoire, qui est la trame routière. Donc, un certain nombre d'analyses qui ont été faites dans le cadre du diagnostic, qui ont montré notamment qu'il y a une trame existante, qui est le support d'un grand nombre de déplacements, qui est l'axe principal, évidemment, l'axe nord-sud, qui traverse tout le territoire et qui fait la connexion avec Creil, qui est la RD 6015. Qui concentre un certain nombre de déplacements et qui a le mérite d'exister puisque ça décharge un tout petit peu les voiries autour, mais par contre, ça apporte des nuisances, notamment en ce qui concerne la pollution, et avec un plan de protection de l'environnement qui a été fait il y a quelques années, notamment pour résoudre ce problème. Et une des mesures de ce plan est notamment la réalisation du plan de mobilité qui permet de gérer et de maîtriser les impacts sur l'environnement de la circulation automobile. Au-delà de la RCD 6015, et si on n'évoque pas directement tous les enjeux liés à l'accessibilité vers Creil… C'est la 1016, hein, pour être précis. 1016, oui. Donc, au-delà de ces éléments sur la RD 1016, il faut évoquer aussi les routes, notamment la RD 62, qui traversent toutes les communes est du territoire. Donc notamment Lyoncourt, Mogneville et Monchy-Saint-Éloi, qui présentent des difficultés qui ont été aussi identifiées dans les enjeux du diagnostic, notamment des difficultés de circulation élevées, en particulier en eau de pointe, en partie en report depuis la RD 1016, qui génère des difficultés. Donc ça, un des axes du plan de mobilité vise à résoudre cette difficulté. La même chose, mais avec un niveau de difficulté un peu moins important. Donc, c'est de l'autre côté, sur la RD 916, donc l'axe qui traverse Lagneville, pareil, des difficultés de circulation, toujours dans le sens nord-sud, en partie du fait de perturbations qui se produisent sur la RD 1016 et qui génèrent ces difficultés. Et en ce qui concerne l'accès directement à Creil, il y a des actions qui ne seront pas détaillées aujourd'hui parce que ça concerne le volet plutôt côté crayois du plan de mobilité, mais qui concerne notamment une réorganisation de la hiérarchie routière au sein de la rocade, donc formée par la RD 1016 et la RD 200, de part et d'autre, avec une transformation de certains de ces avenues en axes un peu plus apaisés. En ce qui concerne votre territoire, ça reste vraiment surtout sur la RD 62 et sur la RD 916 qui sont les axes qui posent problème. On va le voir dans quelques diapos. Donc, je pense qu'on peut avancer à la diapo suivante. Voilà. Donc, on voulait rappeler la desserte en transport collectif. Donc, on ne voulait pas rappeler le plan de la desserte que la plupart d'entre vous connaissent déjà, notamment sur les lignes interurbaines qui desservent votre territoire, mais plutôt de montrer l'intensité de cette desserte sur le territoire à l'échelle de l'ensemble du bassin créuat, parce que toutes les cartes sont bien faites à l'échelle de l'ensemble du bassin créuat qui est concerné par le plan de mobilité, même si aujourd'hui on parle que de la partie nord, donc la CCLVD. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est la concentration de la mobilité dans ce qu'on appelle le noyau urbain autour de la gare de Creil, donc l'intra-rocade concernée, donc Creil, Nogent-sur-Oise et une partie de Montataire. Et sur votre territoire, une desserte beaucoup plus faible, qui est donc apportée uniquement par des lignes de cars interurbains gérées par la région. Donc, ce qu'on voit sur cette carte, c'est à l'est, donc Mogneville, Lyoncourt, etc., c'est la desserte de la ligne 1, qui donc présente une très faible desserte, quelques passages par jour, et qui ne dessert pas directement les gares. On le voit, elle dessert directement le centre-ville. Par contre, la ligne la plus structurante, qui est la ligne 12, qui, pour rappel, fait clairement Creil,
Elle s'arrête plus proche de gares, mais elle ne dessert pas les centres-villes. Donc aujourd'hui, s'il faut synthétiser cette diapo en quelques mots, c'est de dire qu'il n'y a pas une offre urbaine qui permet aussi bien des déplacements entre les différentes parties du centre urbain, c'est ce qu'a rappelé Monsieur Boucher en introduction, donc Lyoncourt, Rantigny et Coffry. Il n'y a pas d'offre urbaine qui permet de répondre à ces déplacements, notamment en lien avec des gares et en particulier vers la gare de Lyoncourt. Donc c'est ce manque auquel la communauté de communes souhaite répondre en développant son propre réseau de bus. Et on a souhaité rappeler en haut de la diapo quelques éléments sur la situation actuelle et sur les objectifs en termes de part modale. Ce qu'on appelle la part modale, c'est la part des transports collectifs dans l'ensemble des déplacements. Donc aujourd'hui, à l'échelle de tout le territoire du SMVCVB, donc le bassin créuat, on est à 11%. Si on prend uniquement la CLVD, ce qui s'explique évidemment par la desserte, on est à 5% de déplacements qui sont faits en transport collectif, en très grande partie en train. Donc c'est les personnes qui vont à Paris ou à Creil ou qui font une correspondance, mais c'est surtout le train. Le car, il est peu utilisé. On se place à un horizon d'un objectif ambitieux de presque doubler la part à l'horizon 2030. Donc, c'est les actions qu'on va citer dans quelques instants qui devraient permettre d'y répondre. À l'échelle de l'ensemble du territoire du bassin créuat, il y a un peu plus de 300 000 déplacements par jour, soit un peu plus de 3,80 déplacements par habitant et par jour, contre 3,84 à l'échelle du Sud-Ouest. Les déplacements à l'échelle de ce territoire représentent près de 40% de l'ensemble du sud de l'Oise, donc dans la carte qui a été montrée en introduction. Donc c'est une grande partie de la mobilité du territoire qui se concentre autour du bassin de Creil. Une très grande partie de ces déplacements reste dans le sud-ouest, contrairement à ce qu'on peut penser par la très bonne desserte ferroviaire, notamment en gare de Creil, mais aussi en gare de Lyoncourt, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Lyoncourt, il y a près de 35 trains par jour. Donc c'est une desserte très intéressante. Par contre, une très grande partie des déplacements se font au sein même du sud-ouest et une très grande partie au sein même de votre territoire. Donc c'est ces déplacements de proximité auxquels il faudra aussi apporter une réponse, y compris en termes de développement, par exemple, de la mobilité cyclable, avec des actions qui sont déjà engagées, on va le voir dans quelques instants. Par contre, 6% des déplacements, donc le reste, évidemment, ils vont vers l'extérieur, en très grande partie vers Paris et vers Roissy. En ce qui concerne la part modale, donc la répartition de l'utilisation des modes de déplacement sur le territoire, aujourd'hui, on a comme ça a été rappelé, donc ça c'est à l'échelle de l'ensemble du territoire du bassin créuat. On va voir dans la diapo suivante que ce n'est pas exactement pareil selon les différents secteurs analysés. On a un peu plus de la moitié des déplacements qui sont réalisés en voiture, ce qui est déjà une part assez limitée, on peut dire, de la voiture à l'échelle de ce territoire, notamment parce que dans les autres secteurs du territoire, la part de la voiture est beaucoup plus importante. 6% de déplacements transport collectif urbain, donc là évidemment on parle uniquement de ce qui se passe autour du bassin, autour de l'agglomération de Creil. 1% par car, c'est très faible, et 3% par train, en train. Et par contre, une part de la marche à pied qui est considérable, qui est aussi à mentionner. Un tiers des déplacements qui sont réalisés à pied. C'est un tout petit peu moins sur votre partie du territoire, mais ça reste pas du tout négligeable. Et une part modale de la marche à pied qui reste à conforter, notamment en lien avec les pôles d'échange actuels et futurs. Donc, en effet, si on va à la diapo suivante, où on essaye d'analyser ces chiffres selon les différents secteurs du territoire, donc on voit, c'est intéressant de voir qu'à Creil, à Montataire et à Nogent-sur-Oise, donc les communes qui font partie du noyau urbain du Creillois, on a une part de la voiture relativement faible par rapport aux autres parties du territoire, et une part des transports collectifs importante, et surtout une part de la marche à pied très importante. Si on regarde plus spécifiquement en ce qui nous intéresse, c'est les trois dernières lignes de ce graphique, le graphique en haut à gauche. Les trois dernières lignes sont celles qui concernent votre territoire. Donc on voit que la part de la marche à pied est plus faible, et de l'ordre d'entre 20 et 25%. Par contre, la part de la voiture est relativement similaire dans les différentes parties du territoire, quelle que soit la desserte en transport collectif.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, la bonne desserte ferroviaire, notamment autour de la Ligneville et de Diancourt, n'est pas suffisante pour avoir un impact important sur ces parts modales. Il faudra travailler sur les accès vers ces pôles d'échange et sur le développement d'une offre urbaine qui apporte un besoin de déplacement de proximité. On avait dit que la part des flux de longue distance, elle est de 6%. Donc, on voit que dès à présent, une grande partie de ces flux sont déjà réalisés en transport collectif. Donc, peut-être ce n'est pas la cible principale du changement de comportement pour les années à venir, mais plutôt de répondre aux déplacements de proximité, ou en tout cas à l'échelle du sud de l'Oise. Et pour finir, si on compare donc les situations côté AXO, donc Creil Sud-Oise, et côté CCLVD, on peut bien voir cette différence qui avait été évoquée en introduction. Donc, c'est une part beaucoup plus importante de la voiture sur votre territoire pour rappeler le fait qu'une grande partie de ces déplacements restent des déplacements de proximité pour lesquels le potentiel de changement peut être considéré comme important. On a souhaité aussi rappeler que ce travail a été fait dans le cadre d'une démarche participative tout au long de la démarche, donc avec 4 séries d'ateliers, dont 2 ateliers avec les acteurs locaux et 2 ateliers avec les élus. Une consultation en ligne à laquelle vous avez pu répondre sur vos aspirations en termes de mobilité à l'horizon 2030, des entretiens qui ont été faits avec les différents acteurs locaux, et des séminaires également avec des acteurs locaux auxquels on a pu restituer les différentes phases et échanger avec les différentes personnes. La consultation en ligne, quelques grands chiffres qui ressortent de cette consultation en ligne: 35% des personnes du territoire du bassin créuois, donc CCLVD plus Creil Sud-Oise, 37% de ces personnes souhaitent des transports collectifs plus performants et 31% souhaitent des pistes cyclables et des cheminements piétons. Donc, dit comme ça paraît un résultat assez un peu évident, on va dire, notamment en ce qui concerne le transport collectif, mais il faut savoir que les personnes avaient d'autres options, notamment sur améliorer l'accès aux voitures, etc. Donc, c'est quand même intéressant de voir que ce qui ressort, c'est d'abord et avant tout le transport collectif et les pistes cyclables. En ce qui concerne la mobilité rêvée, donc c'est ce que je parlais un peu sur les aspirations de la population, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient en 2030 en termes de mobilité. Là aussi, ils avaient une dizaine d'options à choisir qui allaient de la trottinette jusqu'à la voiture. Donc, ce qui ressort d'abord, c'est les transports collectifs qui se développent et deviennent plus fréquents, rapides et confortables. Et au deuxième lieu, c'est les pistes cyclables. Donc, en partie, le scénario qui a été construit pour répondre à vos aspirations, il s'appuie sur ces résultats. Donc, voilà. La diapo suivante, c'est sur les attentes des usagers. Donc, j'ai évoqué le fait qu'on a fait un certain nombre de réunions publiques sous forme d'ateliers participatifs. Donc, on a souhaité rappeler quelques éléments qui ressortent de ces ateliers qui, à notre avis, représentent bien les avis des participants sur l'état actuel, mais aussi sur les potentiels sur le territoire. Donc, par exemple, sur le fait que l'Oise représente un atout pour développer la pratique du vélo, c'est quelque chose qui est ressorti de manière assez régulière, et plus globalement les autres vallées et cours d'eau existants sur le territoire également. Donc, d'un autre côté, le réseau cyclable est en pointillé. La pratique cyclable est dangereuse, notamment du fait des discontinuités, des coupures et plus globalement de l'absence d'aménagement cyclable sur les routes principales. Donc, j'en ai cité un certain nombre il y a quelques instants. L'accessibilité aux zones d'emploi en transport collectif est compliquée. Donc, on voit bien autour de Creil une sorte de zone périphérique de zones d'activité, y compris le parc Alata, les marches de l'Oise, etc. C'est aussi la destination d'une grande partie des habitants de la CCLVD. Aujourd'hui, ce n'est pas des lieux qui sont bien desservis en transport collectif. Des attentes importantes sur ce sujet. Les lignes de car interurbaines sont performantes mais insuffisantes. Vous êtes particulièrement concerné par ce sujet. Je ne vais pas y revenir dans le détail, mais on l'a cité tout à l'heure dans la diapo qui montre bien que les transports collectifs sur votre territoire apportent une première réponse, mais y compris en termes de positionnement des arrêts, ne sont pas toujours les plus efficaces. La rocade routière, donc autour de Creil, représente un atout pour la circulation du territoire. Donc, ça permet de décharger. En ce qui vous concerne, c'est la LR 2016.
notamment, qui se prolonge vers le nord, évidemment. Mais l'axe principal du noyau urbain est souvent saturé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été dit à Creil, mais ça a été dit aussi, notamment à Lyoncourt, donc avec l'avenue Île-de-France notamment. L'axe principal qui traverse le centre urbain est souvent saturé, en tout cas la circulation pose des difficultés de cohabitation entre les modes. Et l'ensemble des axes qui sont proposés dans ce plan de mobilité ont en grande partie pour but de répondre à ces difficultés de circulation et plus globalement des difficultés de qualité de vie pour les personnes du territoire. Donc, je laisse la parole à Sébastien Cherriot. Oui, plutôt aux participants. Est-ce que à ce stade, il y a déjà des questions ou des remarques qui émergent par rapport aux éléments qui ont été partagés, ou bien est-ce que Monsieur Boucher, vous souhaitez ajouter également de votre côté quelques éléments? À tout ce qui s'est fait. C'est vrai que bon, là, même si on n'est pas très nombreux ce soir, on a quand même eu un séminaire à l'AFT où on était plus de 100 personnes. Donc voilà, cette démarche a été largement partagée. Tous les ateliers qui ont pu être menés ont été des ateliers très dynamiques avec beaucoup de participation. C'est vrai qu'on a retenu pour ce soir que quelques éléments de retour, mais ça a été quand même un vrai travail. Grâce au bureau d'études d'ailleurs qui animait tous ces moments, mais il y a eu un vrai travail justement pour aller vers tous les acteurs et je pense que c'est important de le souligner. C'est pas quelque chose qui a été discuté au fond d'une cave à 3 personnes, mais bien quelque chose qui a été fait en large concertation avec les acteurs économiques, avec les associations d'usagers, avec le monde économique. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ce document est un document qui est assez lourd, parce que il a été travaillé le plus au fond possible, il me semble. Voilà. Et bien entendu, la concertation se poursuivra à l'issue de cette réunion. Pour mémoire, n'hésitez pas à intervenir au travers du chat, ou bien si vous souhaitez prendre la parole directement en cliquant sur l'icône en forme de main qui est en bas à droite de votre écran. Et M. Boucher ou M. Carrera vous répondront avec grand plaisir à vos différentes questions ou remarques. Et s'il n'y a pas de questions, je laisse Pablo reprendre la parole pour nous présenter donc les objectifs de mobilité et du scénario retenu et des axes stratégiques. Juste avant que Pablo intervienne, justement, parce que vous l'avez dit, la concertation aura lieu. Justement, le choix qui avait été fait dès le départ, c'est qu'avant que les territoires, les 2 EPCI, arrêtent le document, nous avions envie justement de faire cette présentation et ces réunions publiques pour que tout à chacun puisse réagir. Après, évidemment, on passera sur le temps réglementaire avec un arrêt du document et un temps de concertation, un temps d'enquête publique, un temps de consultation des PPA, des personnes publiques associées, et donc en effet, tout le monde pourra encore, je dirais presque, que la concertation commence ce soir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont présents ont l'information un petit peu plus tôt pour pouvoir réagir lors justement des moments réglementaires de consultation du public. Très bien, merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne les enjeux, donc là, on est un tout petit peu au-delà du diagnostic. On regarde déjà des sujets un peu plus problématisés qui montrent un peu les difficultés et aussi les premiers éléments de réponse. Un enjeu vraiment majeur qui est ressorti, et c'est pour ça qu'on a souhaité le distinguer et le faire ressortir en haut de cette présentation. Donc, c'est l'enjeu qui a été défini de la manière suivante: rééquilibrer les flux à l'échelle de l'AXO et de la CCLVD afin de désaturer le cœur de l'agglomération creilloise. Donc, on a souhaité utiliser le mot, et les élus ont souhaité utiliser le mot de rééquilibrer
les flux et pas de diminuer les flux parce qu'aujourd'hui, dans le noyau urbain, donc notamment autour de la gare de Creil, dans le quartier de la gare de Creil et les quartiers autour, il y a des difficultés de circulation, il y a des difficultés de saturation, y compris au niveau même de la gare, qui proviennent de situations qui se posent sur l'ensemble du territoire, y compris dans la CLVD. Donc, si on souhaite répondre à ce problème au niveau du noyau urbain, il y a des solutions à apporter sur l'ensemble du territoire, qui vont passer évidemment par une amélioration de l'offre de transport sur le territoire, en particulier de la CCLVD. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rééquilibrer, c'est plutôt de changer les comportements d'accès à la gare de Creil et pas forcément de diminuer les flux en gare de Creil et en partie peut-être de reporter certains flux ailleurs. On va le voir dans quelques diapos, notamment lorsqu'on va parler de Lyoncourt, de la gare de Lyoncourt ou des futurs pôles d'échange multimodal de Lyoncourt. Les enjeux complémentaires, ils sont 5. Le premier, c'est celui de répondre aux déplacements entre les secteurs périurbains et le noyau urbain. Donc, sur votre partie de territoire, l'enjeu est double. C'est d'améliorer les conditions de déplacement au sein du centre urbain, donc les 3 communes principales qui ont été citées tout à l'heure, mais aussi d'améliorer les conditions de déplacement vers la gare de Lyoncourt, ainsi que depuis la gare de Laigneville vers Creil. Donc, tous ces enjeux, toutes ces dynamiques sont à prendre en compte dans le cadre de la future offre de transport collectif qui sera développée dans les mois à venir. Réorganiser les rabattements de transport collectif vers la gare de Creil et vers la gare plus locale. Donc, en ce qui vous concerne, c'est la gare notamment de Lyoncourt, qui est le futur pôle d'échange principal de votre territoire, autour duquel va s'organiser la desserte. Je n'ai pas mentionné, mais on évoque aussi les autres communes du territoire en dehors de la centralité urbaine. Les communes plus périurbaines ou rurales également. Réinterroger la place de la voiture en ville et la fonction des espaces publics. Donc ça, c'est notamment aux abords des gares et dans les bourgs centres-villes principaux. Requalifier les traversées de villes et de villages, apaiser la circulation sur les voies locales. Donc en ce qui vous concerne, c'est en très grande partie sur la RD 62, une situation qui va s'améliorer, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais une situation qui va s'améliorer avec la nouvelle déviation de Mogneville qui va être créée dans quelques années, qui va permettre de soulager le trafic, notamment traversée de Mogneville et de Monchy-Saint-Éloi, et l'amélioration des conditions de circulation à pied et à vélo, notamment au niveau de la centralité urbaine, donc des 3 communes principales, mais également entre la centre-ville de Lyoncourt et la gare de Lyoncourt, pour lequel les déplacements sont courts, mais aujourd'hui les conditions ne sont pas données pour y accéder à vélo notamment, alors que c'est environ 1 km, un tout petit peu plus. C'est largement faisable à vélo si les aménagements le permettaient. En ce qui concerne les objectifs de mobilité, on a montré l'ambition des élus. Donc là, on est à l'échelle de l'ensemble du bassin créuat. Donc l'ambition des élus, notamment pour le vélo. Donc pour le vélo, ça a été calculé à partir des déplacements de proximité. On s'est dit qu'environ 10% de déplacements de proximité, déplacements courts, pourraient être réalisés à vélo. Donc uniquement avec cet objectif qui semble relativement modeste, on pourrait atteindre 6% de l'ensemble de déplacements, quelle que soit leur distance, à vélo. Donc on est sur un potentiel de croissance très important pour le vélo notamment, sur votre territoire. Pour la marche à pied, un tout petit peu moins, parce qu'une grande partie des déplacements de proximité sont déjà réalisés à pied. Pour les transports collectifs, le potentiel est important. Par contre, là, c'est surtout sur votre partie du territoire, sur la CLVD, notamment au nord du territoire. Et par contre, pour la voiture, on est sur une diminution de la voiture de 55% jusqu'à 36% à l'horizon 2030. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire uniquement que les gens vont passer de la voiture à un autre mode. Ça veut aussi dire qu'il y aura moins de déplacements en voiture individuelle et plus de déplacements en voiture partagée, notamment covoiturage, autopartage, autostop connecté, réseau pouce, etc. C'est pour ça qu'on a un objectif de remplissage de la voiture, là aussi, sans avoir trop de modifications sur le comportement autre que plus partager la voiture. On peut atteindre une réduction de la circulation considérable, puisqu'on montre dans la partie droite de la diapo qu'on pourrait passer de 170 000 déplacements en voiture par jour à 114 000.
donc déplacements en voiture générés par les habitants même du territoire, c'est-à-dire une réduction d'environ 50 000 déplacements par jour en voiture, surtout grâce au meilleur partage et en deuxième lieu, grâce au report vers le vélo pour la courte distance et vers les transports collectifs pour les déplacements au sein même du centre urbain et peut-être aussi sur les autres parties du territoire, notamment en ce qui concerne le transport à la demande. Donc c'est une piste qu'on a proposée et qui sera citée dans quelques instants également. Le scénario retenu, donc, qui a été dessiné de cette manière, donc, il s'agit de rééquilibrer la mobilité, d'apaiser le noyau urbain de Creil, de préparer l'arrivée de la liaison Creil-Roissy, donc comme ça a été évoqué également en introduction, la liaison ferroviaire qui va changer, transformer la desserte du territoire, y compris à Liancourt, et accompagner la montée en puissance des nouvelles gares, des petites gares et des nouveaux pôles d'échange. Donc là aussi, ça concerne surtout Liancourt et en deuxième mesure la gare de Ligneville. Donc on va rappeler rapidement quels sont les axes qui permettront de répondre à ce principe de ce scénario, parce que ça a été en grande partie évoqué en introduction par M. Boucher. Donc c'est la restructuration du réseau de bus de transport collectif pour apporter une desserte efficace sur l'ensemble du territoire. Donc, sur la partie CCLVD, c'est plus que restructuration, c'est plutôt création de nouveaux réseaux de bus grâce au fait que maintenant, vous êtes autorité organisatrice de la mobilité. Créer des services de mobilité plutôt légers, partagés ou à la demande également, on peut le dire également, dans les autres secteurs du territoire. Donc là, on parle de tout ce qui est plutôt à l'est de Liancourt, Verderonne, Rozoy, La Bruyère, etc. Donc les communes plutôt rurales, pour lesquelles il pourrait y avoir évidemment des dessertes routières régulières, mais il pourra aussi être étudié des transports à la demande ou des transports autopartage, etc. Maîtriser la place allouée à la voiture dans le noyau urbain. Donc ça fait référence à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et transformer les gares complémentaires. Donc les gares complémentaires, c'est sur le territoire la gare de Liancourt et de Ligneville également, en pôles multimodaux pour rééquilibrer les flux. Donc chacun avec un rôle spécifique. Donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit en introduction. Et créer des liaisons cyclables desservant les centralités urbaines et économiques également. Donc, on a imaginé deux axes vraiment pour lesquels la liaison cyclable est particulièrement importante. Il y a un que j'ai déjà évoqué, c'est entre le centre de Liancourt et la gare de Liancourt-Montigny, mais également sur l'axe Liancourt, Ligneville, Creil, pour lequel, là aussi, ça concentre un nombre de déplacements très important. Donc, je pense qu'on a évoqué tous les sujets qui concernent le scénario. Donc, ce scénario s'appuie sur un nouveau maillage en pôle d'échange. Ce maillage en pôle d'échange prend appui en très grande partie sur l'étoile ferroviaire de Creil. Donc, il y a deux choses à citer donc, sur le territoire. Le pôle de Liancourt, donc Liancourt-Antigny, dans cette stratégie, il monte en puissance. Aujourd'hui, dans le constat, c'est une gare de proximité, ça a été bien expliqué notamment en introduction, c'est une gare qui répond à des déplacements de proximité, qui rayonne sur les quartiers autour. Ce qui est proposé dans cette stratégie, c'est que la gare de Liancourt-Antigny devienne une gare importante, une gare d'échelle intercommunale qui réponde à une grande partie des déplacements à l'échelle intercommunale, qui devienne le pôle de correspondance principal du territoire, notamment de la partie nord du territoire. Concernant la gare de Ligneville, il est proposé de conforter son rôle en tant que gare de proximité et notamment améliorer son accès en transport collectif, mais surtout en voiture, pour que ça devienne peut-être un point d'accès à Creil en voiture, à partir duquel on va prendre le train, mais aussi peut-être demain une nouvelle ligne de bus interurbaine ou peut-être urbaine,
qui permettra de faire une liaison rapide vers Creil et vers les autres quartiers que la gare de Creil, les autres centralités, y compris les zones d'activité. Donc on voit bien une différence importante entre le rôle de la gare de Liancourt structurant à l'échelle intercommunale. Pour faire, juste pour clarifier, ce rôle bleu, c'est-à-dire niveau 2, c'est le même rôle que la gare de Chantilly, au sud, ou la gare de Clermont au nord. Donc c'est un rôle structurant à l'échelle vraiment de toute l'intercommunalité, à la différence de la gare de Ligneville qui conserverait ou conforterait son rôle. Et pour finir, il est proposé de créer une aire de mobilité rurale qui va rassembler un certain nombre de services, éventuellement une desserte par un service de bus qui permettra de faire le lien avec le centre-ville et avec la gare de Liancourt. L'idée, c'est de permettre un accès avec des communes, depuis les communes que j'ai citées juste avant, donc La Rouillère, Rozoy et Verderonne, vers cette aire de mobilité et qu'après, les gens puissent prendre un service, notamment de bus, qui permettra de les rabattre vers la gare. Comment va se faire cet accès? Ce qui est proposé pour le moment, c'est un service plutôt de transport à la demande, de transport léger, de covoiturage dynamique, d'autopartage, etc., qui permettra aux personnes de partager leur voiture ou de desservir avec un transport léger, voire avec un transport régulier, quelques services par jour, depuis ces communes rurales vers l'aire de mobilité pour permettre après un accès vers Liancourt. Merci beaucoup, Pablo, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des précisions que vous souhaiteriez apporter? Vous pouvez le faire soit en levant la main, soit en interagissant directement via le chat. Et s'il n'y a pas de questions ou d'observations, je ne sais pas si M. Boucher souhaite, lui, de son côté, apporter quelques précisions. Peut-être une petite précision sur les ambitions des gares. C'est vrai que aujourd'hui, la région avait estimé justement que la gare de Liancourt n'est pas. Elle estime que la gare de Liancourt n'est pas un pôle d'échange de niveau 2. C'est toute l'ambition de ce qu'il va falloir qu'on porte politiquement, puisque certes, elle ne l'est pas. Mais nous souhaiterions qu'elle le devienne. Et pour ça, il va falloir qu'elle soit traitée de la même façon que les autres PEM de niveau 2 de la région. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler parce que elle est nécessaire. Ce pôle d'échange multimodal est nécessaire justement pour le développement de tout ce qu'on veut faire avec. Alors après, vous avez aussi parlé de la particularité de cette aire de mobilité rurale ou pôle d'échange, pôle d'échange rural, je ne sais pas comment on l'appellera. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui a été positionné, on n'est pas forcément bloqué sur un, parce que peut-être en effet, il sera nécessaire qu'il y en ait deux, mais ça va surtout être conditionné en fait au développement de notre future ligne de transport collectif. Et donc, en effet, ça sera une façon pour arriver au transport collectif sur d'autres modes, comme vous l'avez dit, mais aussi, il faudra que justement ce lieu-là soit relié aussi en piste cyclable, notamment pour qu'on puisse arriver en vélo, qu'on puisse sécuriser son vélo et qu'on puisse prendre un transport collectif pour ensuite aller sur un autre endroit. Donc, je pense que ça, c'est tout l'enjeu, en effet, de notre projet, de notre ambition, d'avoir justement ces points de connexion entre les endroits moins denses et les endroits plus denses. Voilà. Autre enjeu également qui fait l'objet d'une remarque sur le chat, autre enjeu, donc le transport à la demande. Est-ce que Pablo Carrera, vous pouvez apporter un complément par rapport à cette observation? Oui, tout à fait. Sur le transport à la demande, donc ce qui est indiqué donc dans la conversation, dans le chat, c'est que les secteurs les moins denses du territoire semblent les plus pertinents, si je comprends bien, à faire l'objet d'une expérimentation dans les années à venir. Donc je pense qu'en effet, c'est une idée
très intéressante. Maintenant, dans les années à venir, voire dans les mois à venir, la CCLVD va travailler sur le déploiement, sur la conception déjà d'une offre en transport collectif. Dans une première phase de mise en œuvre de cette offre pourrait en effet être expérimenté un réseau de transport à la demande sur les communes que j'ai citées, notamment à l'est du territoire. En fonction des résultats de cette expérimentation, il pourrait décider de transformer cette offre, par exemple, en service régulier à certains moments de la journée, transport à la demande sur d'autres. Et après, ce qui est évoqué aussi, c'est ce qui se passe donc à l'AXO, avec en effet un service de transport à la demande dans toute la partie ouest du territoire de l'AXO, ce qui s'appelle l'ex-territoire de Pierre Sudoise, donc tout ce qui est Cramoisy, Saint-Vaast-les-Mélos, etc., y compris Tiverny. Donc toute cette partie du territoire qui est aujourd'hui desservie par un transport à la demande, mais uniquement aux heures creuses, et par contre, aux heures de pointe, ça devient un transport collectif régulier. Donc c'est des choses en effet qui peuvent être expérimentées et donc, en effet, ce genre d'expériences ont été prises en compte dans le plan d'action. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Peut-être avant de donner la parole à M. Delion, pour compléter la remarque de M. Ferrieux, justement, sur la rédaction du cahier des charges pour le développement du transport collectif, nous avons validé au dernier bureau des maires le fait que, justement, on va aborder la question avec un sens, on va dire, pédagogique. C'est-à-dire que plutôt que de partir de l'ambition de créer une ligne de transport collectif, on veut parler mobilité, on veut parler transport collectif dans sa globalité et après seulement des outils que nous allons mettre. Et donc, du coup, l'avantage aujourd'hui, dans le cadre de la LOM, c'est que le transport à la demande, c'est du transport collectif. Et donc, la question du transport collectif va être fatalement abordée dans le développement, justement, de cette compétence. Je rappelle, je l'ai dit en propos introductif, qu'on a instauré l'AVM, ce qui nous oblige à avoir une ligne de transport collectif. Ça, c'est un préalable. Mais donc, du coup, on ne veut pas se limiter justement à ce mode de transport, mais bien étudier l'ensemble des modes de transport collectif, dont le TAD. Voilà. Dominique, tu peux parler. Écoute, tu viens de tenir le propos que j'allais tenir. Notre volonté, effectivement, mais je vais être beaucoup plus synthétique, hein. Mais effectivement, notre volonté de travailler sur l'ensemble de notre territoire, sur toutes les dimensions, et en intégrant, voilà, ce que tu viens de dire, que le transport à la demande est un mode de transport collectif qui, bien évidemment, se prend en compte. Du coup, le seul petit point que je peux peut-être ajouter ou demander à ce qu'on pense à le préciser plus régulièrement, c'est lorsque l'on parle de la gare de Liancourt. En tant que maire de Rantigny, j'aimerais bien qu'on parle de la gare de Liancourt-Rantigny, puisqu'elle est complètement sur le territoire de Rantigny. C'est un détail, mais merci. Et d'autant plus que de toute façon, le développement de la mobilité et de notre ambition justement de ce pôle d'échange ne pourra se faire que sur Rantigny, puisque en effet, pour l'instant, la gare n'est pas biface et donc elle n'a pas d'accès direct par Liancourt. Et donc, on est obligé, en effet, de développer sur Rantigny, tu fais bien de le préciser. Il y a François Ferrieux aussi qui veut intervenir, si on peut lui débloquer son micro. Toujours bonsoir. Oui, je peux parler, hein? Oui. Bon. Vous m'entendez? Je ne fais qu'abonder. Juste un mot sur le TAD, puisque c'est moi qui ai chatté là-dessus. Il y a deux éléments qui sont fort différents, mais qui, curieusement, dans les Crayois, peuvent aller de concert. Parce que le TAD, effectivement, il y a les zones complètement rurales où c'est naturel, c'est cher, mais ça vaut le coup. Il y a des exemples nombreux dans l'Oise qui peuvent vous servir. Mais il y a aussi ce qui est tout à fait nouveau à Creil, c'est ce qu'on appelle le système AXO+,
qui vient d'être développé par le nouvel opérateur et qui remplace l'ancien système Resago et qui a une chose tout à fait exceptionnelle, disons extrêmement rare en France. J'en fais pas la publicité, hein, je n'ai pas à gagner quoi que ce soit dans cette affaire, mais c'est la vérité scientifique, c'est la possibilité d'avoir des horaires complètement fous. Le soir tard et le matin très tôt, on atteint des choses qu'on n'a nulle part pratiquement sur le territoire français. Par conséquent, ça vient de sortir, je ne sais pas si ça fonctionne déjà, mais vous imaginez que ce qui va se faire autour de Creil peut se faire autour de votre territoire, qui est quand même assez proche, le moins qu'on puisse dire, de Creil. Donc, il peut être intéressé par aussi ces dessertes très tardives, en TAD, bien sûr, ou très tôt le matin. Et ça, alors, deuxième chose, sur ce qu'a dit Alain Boucher tout à l'heure, le choix qui est le vôtre, et vous avez complètement, non seulement le droit, mais le devoir d'appliquer vos propres idées, mais il y a quelque chose qui me gêne quand vous dites « Ah oui, on ne veut pas penser tout de suite à une ligne régulière, on veut mieux commencer, etc. » C'est ce qui se passe partout en France, partout. Sauf que, vous devez le savoir, pour pouvoir bénéficier éventuellement du versement de transport, il vous faudra de toute façon une ligne régulière. Donc ma question est, est-ce que la ligne régulière qui passait dans Liancourt existe toujours? J'ignore complètement. Mais à l'époque, ça avait permis à la ville de Liancourt d'être AOM. Et maintenant, l'AOM, maintenant, c'est la collectivité. Donc, il y a un problème, j'ai peut-être mis les pieds dans le plat, je m'en excuse, mais c'est vrai que si vous avez déjà une ligne régulière, vous pourrez prendre le versement transport, le versement mobilité. Si vous ne l'avez pas, vous serez obligé d'en avoir une pour essayer d'avoir le versement mobilité. Sauf à décider de ne pas prendre le versement mobilité, ce qu'ont fait la moitié des collectivités en France. J'aimerais bien avoir la Boucher. Tout à fait, François. Là-dessus, on est très au clair avec la loi et le cadre de loi. Alors, en effet, la ligne régulière de Liancourt n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus la ville qui l'a fait. La ville est restée à ôter sans exercer la compétence. Par contre, il y a une ligne de la région aujourd'hui qui traverse Liancourt. Mais ça compte pas. Qu'on envisage de reprendre justement. Il faut prendre la ligne de la région, oui. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on envisage de la reprendre. Ah, ça, c'est très bien. De redévelopper autour justement de cette ligne qui est indispensable puisqu'elle relie la gare de Liancourt à la prison notamment et aussi à l'établissement de santé Paul Doumer qui est plus loin. Donc, c'est une ligne qui va être importante, structurante et c'est à partir de cette ligne-là que justement on souhaite développer. En tout cas, on a besoin de garder toute cette ligne existante et on a besoin de développer autour justement des communes de Rantigny et de Coffry notamment. Et peut-être justement que grâce à la façon dont on aborde la chose, arrivera le besoin d'autres lignes sur le territoire, mais on n'en fait pas un préalable. C'est-à-dire, quand je dis tout à l'heure que je ne partais pas de la ligne de transport collectif, c'est qu'on ne fait pas un préalable de tel axe ou tel axe. On veut véritablement, justement, trouver, alors j'emploie toujours cette expression-là, le plus petit dénominateur commun pour être efficace, en fait. Mais évidemment, nous allons développer du transport en collectif sur ce territoire, et je l'annonce puisque c'est notre ambition, il sera en circulation pour début 2023. Merci pour ces compléments. Donc, et on reparlera ce jeudi soir lors de la réunion dédiée à l'AXO, qui est prévue jeudi à 18h également, du transport à distance, j'en suis sûr. On a une autre intervention qui concerne notre acronyme, le VAE, le vélo assistance électrique. Est-ce que Pablo Carrera peut nous apporter un élément de précision par rapport à ce commentaire ? Donc, sur le service de location assistance électrique, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Sur le service de location électrique pour favoriser la pratique de ressort. Donc, il y a deux choses qu'on peut dire à ce sujet. La première chose, c'est un système de location de vélo assistance électrique qui vient d'être créé, ou non, qui sera créé dans les jours à venir donc dans l'AXO. Donc, qui ne concerne pas, qui ne dessert pas. C'est jeudi. Voilà.
Donc, c'est très, très bientôt, jeudi. Merci, Monsieur Boucher. Donc, c'est déjà en cours. La décision a été prise avec une flotte de plusieurs dizaines de vélos qui seront à disposition aux abords de la gare de Creil. Donc, ça, c'est une location longue durée qui sera disponible pour les habitants de l'Axo. Donc, ça ne concerne pas directement votre territoire, mais je pense que c'est important de le citer comme un exemple de ce qui se passe vraiment à proximité de votre territoire. En ce qui concerne le territoire de la CLVD, il y aura un schéma cyclable qui va être lancé très, très prochainement. Il est en cours. Il est déjà en cours, voilà. Et c'est dans ce cadre-là, à mon avis, que sera étudiée la création, ou le potentiel déjà, de création d'un service de location longue durée de vélos à assistance électrique. À notre avis, dans ce qui a été vu dans le schéma cyclable, il y a une demande, il y a un potentiel. Maintenant, il faut voir quelle est vraiment la faisabilité sur le territoire et quelle serait la flotte à acheter, qui porterait ce projet, etc. Donc, ça sera vu, à mon avis, de manière plus précise dans le cadre de la mise en œuvre du schéma cyclable qui est en cours de réalisation. Tout à fait, c'est tout à fait, Pablo. C'est dans les mesures d'accompagnement de notre ambition, justement, de la création de ce schéma, ce réseau de pistes cyclables. On réfléchit à plusieurs choses. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt pour y aller avec certitude, mais on ne peut pas faire la promotion du vélo par des infrastructures et ne pas accompagner les gens à passer au vélo. Et donc, en effet, alors est-ce que ça sera fatalement une flotte de VAE et qu'on va louer de longue durée? Ça, j'en sais rien. Mais par contre, il y a d'autres pistes qui sont déjà évoquées. Un partenariat notamment avec notre recyclerie, et la U5V, puisqu'il y a déjà en fait une réflexion autour de la rénovation de vélos et de location longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, on s'aperçoit que sur ces lieux-là, on nous confie plutôt pas mal de vélos et des vélos en bon état. Donc, c'est-à-dire que très rapidement, plutôt que d'être ferraillés, ils peuvent repartir en fait pour de la location longue durée. Et puis après, il y a aussi tout le travail qui pourrait être mené sur les accompagnements. Alors, soit à l'acquisition, le département le fait déjà, mais peut-être aussi à la remise en état du vélo qui est dans le fond de la remise ou dans le fond du garage et participer en fait à un forfait pour remettre en état ce vélo pour que justement on puisse rouler en toute sécurité. Alors ça, c'est des choses qui vont aller de pair, en effet, comme l'a dit Pablo, avec notre développement, mais j'avoue que pour l'instant, il est un peu tôt pour vous dire ça sera ça ou ça. Mais en tout cas, je vois que en tout cas, votre réaction fait qu'on a raison de réfléchir à ça parce qu'il y a une attente de ce côté-là. Je vous propose que l'on passe à la présentation des actions. Et je redonne la parole à Pablo Carrera. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, on a souhaité rappeler les axes stratégiques sur lesquels on a travaillé. Donc, il y a 4 axes stratégiques qui ont été retenus par les élus dans le cadre du plan de mobilité. Un axe, la particularité de ce plan de mobilité, c'est qu'il est partagé par 6 intercommunalités donc il y a 5 plans de mobilité qui sont réalisés de manière concomitante et coordonnée. Donc il y a un axe transversal et c'est une particularité quasiment unique dans le cadre de plan de mobilité, voire unique à l'échelle française, d'avoir un axe transversal qui est exactement le même, qui est repris sur 5 plans de mobilité. Donc c'est très particulier et c'est cet axe transversal qui a été longuement discuté par les élus et validé par les élus de chaque territoire qui permet de faire le lien entre l'ensemble des territoires. Donc c'est un axe très important dans lequel on ne pourra pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais on peut citer quelques grandes actions. Par exemple, la coordination de la billettique. C'est un axe qui dépasse l'échelle intercommunale qui apporte une réponse à l'ensemble des habitants quel que soit l'endroit, le lieu où ils habitent. Peut-être deuxième action qu'on peut citer sur ce sujet, c'est la coordination de l'offre régionale. Donc ça a été évoqué il y a quelques instants par M. Boucher, les discussions qui peuvent avoir lieu avec la région pour reprendre ou pour améliorer le dessert sur telle et telle ligne. Là, on se place vraiment à l'échelle interterritoire.
La même chose, par exemple, pour l'amélioration des liaisons vers les zones d'activité ou pour le développement d'un parking relais autour de la gare de Lagneville. Là, on est sur des axes, sur des liaisons, sur des actions qui dépassent l'échelle intercommunale pour répondre aux déplacements qui s'affranchissent vraiment des limites intercommunales. Le deuxième axe, c'est celui de la mobilité humaine et sociale. Donc l'idée, c'est d'avoir un axe avec un certain nombre d'actions qui apportent une meilleure qualité de vie à l'échelle du territoire à travers des actions sur la mobilité et sur les comportements qui vont aussi favoriser l'inclusion sociale et la santé publique, par exemple à travers un renforcement de l'utilisation du vélo ou une amélioration de l'accessibilité au service du quotidien. Par exemple, une aire de mobilité peut apporter un meilleur accès à des services du quotidien pour une population rurale. Donc, ce sont des actions qui améliorent le côté humain de cette mobilité. Le troisième axe, c'est celui qui a été appelé mobilité efficace et performante. Donc là, on est sur l'idée plutôt classique de la mobilité qui doit aller au plus vite, qui doit apporter une vraie réponse aux déplacements quotidiens des habitants de manière performante. Donc, sans aller trop loin, parce qu'on va l'évoquer juste après, mais c'est notamment tout ce qui est développer des offres de transport collectif telles qu'elles ont été évoquées au niveau du centre urbain et par exemple entre le centre-ville de Lyoncourt et la gare de Lyoncourt-Rantigny. Pour finir, un axe un tout petit peu plus stratégique qu'on va évoquer en quelques mots aujourd'hui, c'est celui de l'axe qui a été appelé mobilité planifiée et cohérente. Donc sur cet axe de la mobilité planifiée et cohérente, ce n'est pas tellement d'apporter une réponse en termes de mobilité, mais c'est plutôt quand on se place à plus long terme et qu'on va parler de l'organisation de l'espace. L'idée, c'est de définir quelle sera l'organisation de l'espace qui va favoriser tous les comportements de mobilité qu'on souhaite favoriser, qui vont d'un apaisement de la circulation à un renforcement de l'usage du vélo et de la marche à pied, par exemple. Donc, à titre d'exemple, un développement d'un projet à proximité directe d'une gare ou d'une future aire de mobilité, parce qu'on se place aussi de manière prospective à l'horizon de 2030-2040. Un projet urbain à côté d'une gare va être beaucoup plus efficace en termes d'utilisation de l'espace et en termes de consommation énergétique qu'un projet qui se développe dans un milieu périurbain de manière éloignée d'une gare. Donc, c'est ce genre de choses qui ont été intégrées et d'actions qui ont été intégrées. Il faut savoir que ça se fait aussi dans le cadre du SCOT, donc schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du bassin créuillois et des vallées brétoises, qui est en cours de développement avec des actions spécifiques. On va pas les évoquer dans le détail, mais des actions spécifiques sur le lien entre urbanisme et mobilité. Il y a 29 actions qui répondent chacune à un des axes que j'ai évoqués il y a quelques instants. On a souhaité vous présenter 6 actions qui nous semblent prioritaires et qui sont vraiment structurantes. C'est-à-dire que toutes les autres actions vont dépendre des actions qu'on va vous présenter dans les minutes à venir. Donc, la première, c'est le réaménagement du pôle d'échange de Creil. Donc là, on n'est pas évidemment au niveau de la CLVD, mais c'est quand même un tout. C'est ce que je disais, le fait que les offres de mobilité sont coordonnées à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc, ce qui va se passer à Creil, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ce qui va se passer à Creil aura un impact sur votre territoire. C'est-à-dire, si vous souhaitez, si les élus de l'AXO souhaitent maîtriser la mobilité autour de la gare de Creil, forcément, ça va passer par déployer des offres de mobilité ailleurs. Et notamment autour de Lyoncourt, Rantigny et de la gare de Lagneville. Donc là, on a cité un peu les grands aspects du réaménagement proposé pour la gare de Creil. C'est le fait qu'il y aura une gare qui sera ouverte des deux côtés avec une nouvelle passerelle, une amélioration des espaces, plus globalement un espace plus convivial, plus apaisé, une nouvelle gare routière mieux organisée, etc. Donc c'est une étude qui va être lancée très prochainement, menée par l'AXO, dans lequel vraiment l'objectif c'est d'apporter des réponses à tout ce qu'on vient d'évoquer et ça doit se préparer à l'échelle de l'ensemble du Sud-Ouest, y compris à la CLVD, notamment parce que demain il y aura une nouvelle offre très importante qui va arriver en gare de Creil, qui est celle de la liaison Roissy-Creil, la ligne Picardie-Creil-Roissy.
qui risquent, entre guillemets, de générer une mobilité beaucoup plus intense autour de la gare de Creil qu'il va falloir gérer. Et peut-être ça va se gérer en partie en reportant une partie de flux sur d'autres gares. C'est là que la gare de Liancourt prend toute son importance. Liancourt-Antigny, excusez-moi. Donc, le deuxième axe, la deuxième action qu'on souhaitait rappeler, donc là, évidemment, on est sur votre territoire, c'est le réaménagement et l'amélioration de la desserte des pôles d'échange ferroviaire de Laigneville et de Liancourt-Antigny. Ça va passer par le développement de liaisons cyclables, de cheminement piéton, d'espaces publics attractifs, de places de dépose reprise, y compris pour des systèmes de covoiturage dynamique ou d'autostop, etc., d'autopartage, des consignes vélos et des parkings pour voitures. Donc, sans revenir sur le rôle de chaque gare, parce que ça, je pense qu'on l'a déjà, on a pu déjà le présenter plusieurs fois, mais c'est de dire que pour que ces rôles puissent se concrétiser sur le terrain, ça implique des actions d'aménagement, mais surtout de desserte de ces pôles d'échange, en grande partie par les transports collectifs, lignes de bus ou autres, et par le vélo. Troisième action qu'on a souhaité mettre en avant, c'est celle du développement d'un réseau d'itinéraires cyclables pour relier les espaces urbains, périurbains et ruraux, en lien avec les autres territoires, notamment avec le pôle d'échange de Creil et les zones d'activité autour du bassin de Creil. Donc, sur votre territoire, on a défini un certain nombre de liaisons qui semblent pertinentes à développer à vélo. Donc, en très grande partie, c'est un réseau qui va se structurer au niveau de la centralité urbaine, avec comme point central la gare de Liancourt-Antigny et le centre-ville de Liancourt. Notre schéma, mais celui de l'AXO est terminé et eux vont lancer les travaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réactif aussi de notre côté, puisque il va falloir connecter en fait notre futur plan vélo à celui qui va être déjà mis en place en fait par l'AXO à différents endroits. Donc c'est intéressant quelque part parce que ça va nous inciter aussi à prolonger en fait ces itinéraires et aussi du coup d'arbitrer il va falloir arbitrer des sujets parce que en même temps où nous on va finaliser notre schéma vélo, il y a une des villes là, qui a pour ambition de faire des travaux de voirie et donc du coup il va falloir un petit peu bousculer je pense les projets initiaux des collectivités pour intégrer justement le prolongement de ces itinéraires. Donc c'est quelque chose qui est en tout cas intéressant de réaffirmer dans le plan de déplacement parce que il va falloir coordonner l'ambition et les travaux. Très bien, merci. Ça, en effet, moi je pense que j'ai oublié de l'évoquer, le fait qu'il y a une des actions transversales qui concerne justement le vélo et le développement du vélo à l'échelle interterritoire. Donc, et notamment parce que tous les territoires aujourd'hui du Sud-Ouest, et c'est une opportunité, comme vous le mentionnez, c'est une opportunité que tous les territoires sont en train de réaliser leur schéma vélo. Donc, c'est une opportunité pour travailler ensemble et pour connecter tous ces réseaux, en partie avec ce qui ressort du plan de mobilité et évidemment des schémas cyclables. Donc, je pense en effet, on peut avancer à la suivante diapo. En ce qui concerne l'environnement urbain plus adapté au mode alternatif à la voiture, c'est une action, également une action phare, on peut le dire comme ça, une action phare du plan de mobilité. Dans le plan de mobilité, en sachant qu'il y a à l'échelle de l'ensemble du bassin creuère, il y a une action spécifique sur la circulation dans le noyau urbain, qui concerne notamment à revoir la hiérarchie de la voirie dans le noyau urbain de Creil, et une autre qui concerne plutôt votre territoire, qui est un tout petit peu moins structurant dans le sens où il s'agit plutôt d'apaiser la circulation sur les axes qui aujourd'hui traversent les centralités urbaines, qui demain vont devenir notamment des lieux un peu plus multimodaux où vont s'exprimer des besoins de différents types de déplacements, y compris les vélos qui aujourd'hui sont très peu nombreux. Donc l'idée c'est que sur ces axes,
qui traversent les secteurs urbanisés. Donc là, on a typiquement un exemple de la RD 62 en traversée de Lyoncourt, que sur ces axes, on puisse avoir un aménagement un peu plus apaisé, une réglementation de la voirie qui favorise aussi les activités riveraines, donc le caractère local de ces axes, et non seulement la circulation. Donc, ça peut être à travers de traversées piétonnes, des axes cyclables, des trottoirs élargis, y compris des nouvelles offres de stationnement aux voitures ou autres. Donc, l'idée, c'est de reporter, en quelque sorte, les véhicules en transit, donc qui ne font que traverser le secteur, de les reporter sur la RD 1016. Cinquième action à valoriser, c'est la mise en place d'une offre de mobilité diversifiée à l'échelle de la CCLVD. Donc, on a eu l'occasion d'y revenir tout au long de cette présentation. Desservir le secteur urbain, notamment la centralité principale des 3 communes déjà citées, par des transports collectifs, et les autres secteurs par des offres plus flexibles. Donc, un certain nombre d'offres ont déjà été citées, que ce soit le transport à la demande, à certains moments de la journée ou pas, l'autostop connecté. On peut aussi citer un service qui se développe de plus en plus, que vous pourrez peut-être étudier dans le cadre de votre étude de restructuration, c'est le covoiturage dynamique, avec peut-être des offres de covoiturage, des lignes de covoiturage virtuelles qui s'activent ou non en fonction de la demande. Donc, c'est le genre de choses qui pourront être étudiées, y compris dans le cadre de l'offre de transport collectif, pour s'associer à la même offre globale en tant qu'outil de mobilité. Pour finir, une action importante qui fait partie de l'axe transversal, mais qu'on a souhaité quand même rappeler sur cette diapo, c'est le fait qu'il faut garantir la coordination entre les offres de mobilité à l'échelle de tout le territoire, mais plus spécifiquement à l'échelle entre l'AXO et la CCLVD, ce qui passe par une meilleure réponse efficace au déplacement des usagers entre la CCLVD et l'AXO. Et là, contrairement à tout ce qu'on a évoqué tout au long de la présentation, où on était plus ciblé sur Lyoncourt-Antilly, à notre avis, cette action concerne plus la gare de Laigneville, en tant peut-être que point d'accès, que port d'entrée au bassin créuat, au noyau urbain de Creil, autour desquels pourront se développer l'offre ferroviaire. Évidemment, elle existe déjà, mais peut-être des offres alternatives ou complémentaires qui permettront d'apporter des réponses à d'autres types de déplacements. Et là aussi va se poser la question de la gouvernance avec la région, l'AXO et la CCLVD qui devront travailler ensemble pour développer et pour renforcer l'offre de mobilité entre Laigneville et les différents secteurs de Creil. Merci beaucoup, Pablo. On a une question du Club des mobilités courantes qui va être prise en compte dans les contributions de cette réunion. Avant de passer la parole à Camille Calino, une synthèse de réunion, est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent intervenir par rapport à ces 29 actions, ou est-ce que M. Boucher, vous souhaitez également apporter un complément par rapport à ce qui vient d'être dit? Un petit complément qui va dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit et qu'il faut saisir comme opportunité. Nous avons notamment en fait une nouvelle déviation pour de la CD62, la déviation de Meuneville qui va être créée, qui est en cours en fait, qui est en travaux, qui va être équipée d'une piste cyclable, et donc on peut imaginer, j'ose espérer, on ait un report modal justement des voitures sur cette nouvelle voie, ce qui devrait nous permettre de pouvoir développer d'autres usages sur les axes et les axes historiques, si je puis me permettre. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que il faut pas profiter de ces déviations pour doubler, je dirais, les solutions, mais bien pour alterner les solutions avec une solution plus marquée voiture et une solution certainement plus marquée mode actif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à intégrer totalement dans notre projection, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt eu tendance à chicaner pour limiter la vitesse de la voiture, décourager quelques personnes qui empruntent cet itinéraire pour en prendre un autre. Et il est évident que si demain, justement, on veut développer notamment du vélo qu'il soit électrique ou non, il ne faut pas que justement ces chicanes deviennent des pièges pour les personnes
qui sont en 2 roues. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir repenser. Et ça, c'est pas si évident que ça. Merci beaucoup, Monsieur Boucher. Je vais donner la parole donc à Camille Cartudo du cabinet Codra pour une synthèse des interventions et des contributions que nous avons eues ce soir. Camille, vous êtes là? Est-ce que c'est Pablo, du coup, qui vous faites la synthèse de cette réunion avant de redonner la… Je suis là. J'avais pas le micro. D'accord. Juste quelques compléments avant de passer à la synthèse concernant le calendrier, qui va être la diapo suivante, je pense. À moins que vous souhaitiez qu'on aborde après, mais peut-être très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que l'étape qui suivra, ça sera l'arrêt du plan de mobilité donc par les 2 EPCI et par le syndicat mixte du bassin criois et des vallées brettoises. Il y aura ensuite une étape qui consistera à soumettre ce document aux personnes publiques associées, a priori autour de l'été, c'est bien. Et puis ensuite, à l'automne, l'enquête publique qui là permettra à nouveau d'associer largement l'ensemble des partenaires et les habitants pour émettre un avis sur le projet et donner d'autres propositions peut-être complémentaires. Et voilà, ces différentes étapes nous mèneront jusqu'à la fin de l'année où le plan de mobilité sera prêt à être validé par les collectivités. Donc, en synthèse, par rapport aux échanges qui ont eu lieu ce soir, moi, ce que je trouve très intéressant dans la démarche qui a été menée à l'échelle du sud de l'Oise, donc par la CCLVD et les autres intercommunalités, c'est d'abord le fait effectivement de travailler tous ensemble. Ça a été souligné déjà, mais je ne connais pas beaucoup d'autres territoires sur lesquels des démarches similaires ont été menées. Alors c'est certes un travail qui prend un petit peu de temps, puisqu'il a été engagé, je crois, il y a à peu près 4 ans. Ça nécessite donc beaucoup d'années de travail, mais je pense que ça en vaut la peine, compte tenu de tout ce que ça a apporté, compte tenu du caractère innovant et unique aussi de cette démarche. Et je pense que ça a permis à tous les élus et à tous les partenaires, d'identifier des enjeux très concrets par rapport à la situation actuelle. Ça a été rappelé au début de la présentation. Moi, je pense que ça a montré aussi très nettement des attentes fortes pour transformer les mobilités. Et ce qui est intéressant, c'est que, là aussi, ça a été rappelé dans la présentation, ces attentes, elles portent notamment sur les transports collectifs et les modes actifs, la marche et le vélo, peut-être plus même que sur la voiture. C'est une tendance qu'on observe de manière générale, mais je trouve que ça a été particulièrement important tout au long de ces années de travail. On a vu que ça a été rappelé là aussi ce soir, il y a un potentiel important de développement, notamment du vélo. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déplacements qui sont réalisés en voiture, même des déplacements qui font moins de 2 km et qui donc pourraient tout à fait être réalisés à pied ou à vélo. On voit aussi, moi je trouve que c'est intéressant, des attentes fortes pour avoir des solutions qui soient variées, des solutions nouvelles qui vont être testées. Et ça a été employé aussi à plusieurs reprises, mais la notion d'expérimentation et puis de mise en œuvre progressive a été évoquée aussi à plusieurs reprises. On a affaire aussi à un territoire qui n'est pas uniforme, dans lequel on trouve différents types de densité, de fonctions urbaines. Et donc, ça nécessite aussi d'avoir des solutions qui soient variées pour répondre à ces différences. Je pense par exemple à ce qui a été dit sur le transport à la demande, au fait que ça peut desservir aussi bien des zones peu denses que des secteurs plus urbains à des moments où la demande est plus faible. Et puis enfin, oui, l'usage du vélo, ça a été aussi beaucoup abordé. Donc voilà, je crois que ce qu'on peut dire au stade où en est la démarche, c'est que les grands principes et les grands objectifs sont fixés. Il y a un programme d'action
qui est proposé et qui est porté, je pense, fortement par les différentes collectivités, par les élus. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'avant même l'approbation définitive de ces plans de mobilité, la CCLVD, comme d'autres intercommunalités, ont déjà commencé à mettre en œuvre le contenu de ces propositions. Alors, ça ne peut pas dire qu'on met la charrue avant les bœufs, si je peux prendre ce proverbe un peu connu. Mais ça montre, je pense, surtout une impatience à la fois de passer à l'action et puis de répondre aux attentes fortes qui ont été évoquées. Voilà. Merci Camille, c'est vrai que je rebondis parce que quelque part, ce que vous mettez à notre actif, on peut le mettre aussi au vôtre. Pardon, excusez-moi, j'ai des soucis ce soir. Je me suis fait vacciner tout à l'heure que je meule, mais voilà. Je dirais que vous nous avez fait grandir en fait sur ce sujet. On avait une ambition, celle d'essayer de travailler sur un périmètre le plus pertinent. Et vous nous avez fait grandir justement sur les solutions faciles, je dirais quelque part à mettre en œuvre, même si il n'y a jamais rien de si facile que ça, mais en tout cas, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été abordées alors qu'elles étaient en fait assez simples à essayer de mettre en œuvre. Et c'est vrai quand on voit aujourd'hui que même sur parce que tout n'a pas été simple, hein, on sait bien que ce périmètre, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Même sur les territoires qui étaient peu motivés ou qui avaient besoin d'être convaincus, aujourd'hui, tout le monde est en train de développer des choses. Et bon, peut-être que, en effet, la LOM a accéléré un peu les éléments, mais je pense que c'est surtout vous, votre travail, ce qu'on a fait en collaboration, qui a permis aux élus de se dire que c'était possible. Merci beaucoup en tous les cas pour les différentes interventions. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou remarques? Je vais laisser du coup le mot de la fin à Monsieur Boucher, en vous rappelant que vous avez Il y a Monsieur Delion qui veut parler. Oui, on vous laisse la parole alors. C'est bon. Dominique, tu as levé la main. D'accord, pardon. Ok. D'accord, merci. Non, mais écoutez, en tout cas, moi, en mot de la fin, une fin qui n'en est pas une, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous invite pour ceux qui étaient présents ce soir, à en parler autour de vous. Alors, il est évident que la réunion de jeudi soir sera un petit peu similaire, mais bien sûr plus axée AXO, puisqu'on discutera justement, et c'était le souhait qu'on avait dès le départ, de parler un petit peu des particularités de chaque territoire, même si évidemment il n'y a qu'un document avec des actions plus spécifiques par territoire, mais beaucoup de choses qui sont communes. Vous remercier d'avoir en effet participé, de vous inviter en effet lors des enquêtes publiques à pouvoir contribuer. Ce qui a été dit là sur notamment la location de VAE, c'est une très bonne chose qu'il faut, en effet, n'hésitez pas à réitérer ce type de réaction lors de l'enquête publique. Et comme ça a été dit, l'objectif maintenant est donc d'arrêter ce document, de l'arrêter pour qu'il soit après approuvé, en précisant quand même que ce document est un document, quand il sera approuvé, un document opposable. Et ce qui n'est quand même pas rien, c'est-à-dire que si ce document quand il sera terminé, prendra la forme en fait de quelque chose qui sera à intégrer en fait, que ce soit dans le SCOT, que ce soit après en déclinaison dans les PLU, et donc il faudra qu'on retrouve ça dans l'ensemble, notamment des actions des communes, en sachant qu'au-dessus de tout ça, il y a évidemment la région qui est chef de file. Mais ce n'est pas un document qu'on fait pour se faire plaisir, c'est un document qui va laisser des traces pour en effet jusqu'à l'horizon 2030. Donc c'est très très important de continuer à contribuer, même si en effet on est en passe de le terminer. Il ne sera définitif que quand
en effet, il aura passé le stade des enquêtes publiques. Voilà. Donc, merci beaucoup à la présentation de Quadra et à l'animation par M. Chéreau. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée, merci Bonne beaucoup. soirée à tous.